régime vegan est OK pour tous les âges de la vie. Ça, je me permets de le dire en tant que médecin, parce que souvent, il y a beaucoup de médecins ou de professionnels de santé qui vont vous culpabiliser, vous dire que c'est pas possible, etc. Faites-vous accompagner par des gens qui savent de quoi ils parlent. Vraiment, médicalement, c'est OK si vous êtes bien suivi, bien accompagné et que vous faites les choses bien, il n'y a aucun problème. La seule chose à retenir de plus important, si vous allez vers une alimentation qui se végétalise, prenez de la B12. Le reste, tout ce dont on va parler après, c'est important, c'est bien, c'est nécessaire, mais ce n'est pas obligatoire. Merci beaucoup d'être là. Je vais présenter cette conférence et j'en suis ravie, je m'appelle Laura. Cette conférence concerne l'alimentation végétale et son introduction, les bases. Qu'est-ce qui est bon pour la santé quand on mange végétal? Donc merci d'être là parce que cette direction et cet objectif sont plutôt urgentes maintenant à prendre. Et j'aimerais commencer ce moment par demander qui dans la salle est vegan. OK. Qui est végétarien? OK. Et est-ce que quelqu'un mange des poissons et viande? OK. Eh bien, merci d'être là. On a comme objectif de définir l'alimentation végétale et de aussi restaurer la foi qu'on a en nous pour choisir ces aliments. Parce que j'ai l'impression, donc je ne me suis pas encore présentée, mais je vais bientôt le faire, que le grand problème de nos jours, c'est de ne plus savoir ce qu'on peut manger, qu'est-ce qui est vraiment bon pour nous. L'alimentation végétale exclut les animaux et les sécrétions animales. Et il est recommandé de manger des aliments végétaux variés, de saison, locaux et de préférence bio. Voilà, ça définit l'alimentation végétale saine, en tout cas selon moi. Il y a aussi l'ANSES elle-même qui rappelle que l'alimentation végétale est saine à tout moment de la vie. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et donc, ce qu'on va faire, c'est aller à rebours de tous les préjugés souvent instrumentalisés contre l'alimentation végétale. Et je rappelle ici qu'elle est bonne pour la santé, pour l'écologie, pour les animaux, et qu'il s'agit de prendre cette direction de réduction drastique de la consommation d'animaux et de exploser notre consommation de fruits et légumes. Voilà, alors donc je suis Laura Diebold, je suis strasbourgeoise et j'ai 38 ans. Je suis formée en alimentation végétale. J'ai fait un super site qui s'appelle lebienvivant.fr qui est un guide sur l'alimentation végétale. N'hésitez pas à le visiter. Je suis aussi professeure de yoga à Strasbourg et je fais aussi des ateliers philo avec les enfants. Et justement, j'aimerais juste vous dire que la philo sur l'alimentation pose des questions anthropologiques, sociales, politiques, esthétiques, théologiques, éthiques, et sur l'écologie contemporaine. Donc bientôt, peut-être qu'on pourra faire un cercle philo d'adultes, ce sera super. J'aimerais vous présenter maintenant mon équipe de rêve. On va commencer par Dr Clara Prévost, qui est généraliste à Strasbourg, qui est maman de 2 enfants et qui vient de faire une conférence à ce sujet. Je vais tout de suite dire que ces 2 enfants, tu les as eus avec Dr Gaspard Prévost. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose à cette présentation succincte ? Peut-être juste préciser qu'on est titulaire ou en cours de passage du DU alimentation végétarienne de la Sorbonne. Avant ça, on était déjà versé dans le sujet vegan depuis plus longtemps et donc intéressé de par notre approche scientifique du sujet. Voilà, on l'a appliqué dans notre vie, à nos enfants et à nous-mêmes, et on essaie de le faire de la manière la plus rigoureuse mais bienveillante possible. Excellent. Clara, c'est bon pour toi? All right. Florie Montpeureux, qui nous vient de la capitale. Il est spécialiste dans l'environnement et consultant sur la transition alimentaire. Merci. Oui, alors moi, à titre personnel, je suis vegan depuis une dizaine d'années. Pareil, j'essaye de le faire avec beaucoup de rigueur et de suivre toute la recherche scientifique qu'il y a sur ces questions, pour essayer de le faire le mieux possible et le plus rigoureusement possible. Et ces dernières années, j'ai pu accompagner des villes, des collectivités territoriales, des régions, des départements, mais aussi des personnalités politiques et des associations sur la végétalisation de l'alimentation, leur faire comprendre en quoi c'était un sujet qui était important aujourd'hui au niveau sociétal et du coup comment passer à l'action ensuite, que ce soit pour la végétalisation des cantines scolaires ou pour faire passer des lois pour aider la société à se végétaliser, que ce soit pour les animaux ou pour l'environnement. Merci pour ce travail. Alors,
Pour vous donner des idées de plats véganes, parce que figurez-vous que ça fait, je ne l'ai pas dit, mais on est tous véganes depuis pratiquement 10 ans, donc on commence à s'y connaître en plats préférés. Alors, quels sont vos plats préférés, les amis? Moi, je commence avec les ramen, qui sont vraiment le meilleur repas du monde. La pizza. On va passer. Bon, alors, je ne vais pas dire la pizza parce que ça... Je vais pas dire la pizza parce que ça a déjà été dit. Je vais dire le chili sin carne, qui à la base s'appelle le chili tout court d'ailleurs. Donc il y a le chili qui est végétal de base et il y a le chili con carne qui est le chili avec de la viande. Mais bon, aujourd'hui on dit chili sin carne en plus pour parler du chili sans viande. Mais on devrait dire chili tout court d'ailleurs. Excellente façon de se réapproprier le vocabulaire. Merci. Moi, c'est le pad thai. Donc je me rends compte qu'on est pas mal dans la cuisine du monde. C'est bien. Quel est votre ingrédient secret préféré? Je reste dans le thème, moi je vais dire la sauce soja. Vraiment, vous pouvez mettre ça n'importe où, ça passe hyper bien. La levure maltaise pour moi, parce que c'est intéressant en termes de goût, on retrouve le goût du fromage, mais aussi c'est très intéressant au niveau nutritionnel, donc un outil très très pratique. Pour la peau, pour les cheveux, pour les ongles? Je vais dire la levure maltaise aussi, pour les raisons qui ont déjà été évoquées, parce que c'est assez marrant que ce soit un aliment qui est connu de 100% des personnes véganes et globalement inconnu du grand public. Et du coup, de voir qu'il y a un aliment comme ça qui peine à percer publiquement alors qu'il a des avantages nutritionnels et qu'il est bon en goût. Donc du coup, pour ceux qui l'ignorent, il a un goût fromager quand vous le rajoutez dans certaines recettes. Du coup, je trouve ça intéressant de voir l'espèce de blocus qu'il y a même sur certains aliments qui n'ont rien demandé à personne et qui n'ont que des bénéfices. Et je me permets d'ajouter quelque chose. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'alimentation alcaline et l'alimentation inflammatoire. Le parmesan, c'est le produit le plus inflammatoire de tous et la levure maltaise, un des plus alcalins de tous. Donc, n'hésitez pas à en trouver. Levure maltaise en paillettes, délicieux. Et moi, c'est aussi la levure maltaise, mais je vais dire le miso, la pâte miso non pasteurisée, qui est remplie d'enzymes digestives et qui est très très bonne pour la santé. Et ça, c'est extraordinaire à 17h quand on a un petit coup de fatigue. Votre plaisir coupable? Je vous avais pas tout dit. Non. Il y a beaucoup trop de blagues à faire, vraiment, je ne sais pas. Vraiment, le chocolat, globalement, le chocolat. Tous les chocolats qui vont être fourrés à n'importe quoi, tous les chocolats vegan, mais il existe des chocolats au lait végétal, tout le chocolat de manière générale. Je suis désolé, j'ai rien qui me vient. Je suis coupable pour aucun de mes plaisirs. Le Nutella vegan. Alors, le Nutella vegan, ouais. Du coup, Nutella qui a sorti sa version vegan officielle début d'année ouais. Voilà, il est disponible dans tous les magasins. Il a un couvercle vert très moche, mais sinon en termes de goût, il est totalement identique du Nutella classique. Et du coup, on retrouve les mêmes ingrédients, sauf qu'il y a la poudre de lait en moins. Et du coup, ça a permis de remanger du Nutella après 10 ans sans Nutella. Et moi, c'est le Vego. Est-ce que quelqu'un connaît? Voilà, achetez le grand, ne vous faites pas avoir, n'achetez jamais le petit. Donc on peut trouver chez Envie Vegan et dans certains magasins bio. Votre resto préféré? Bon, je commence moi, c'est Jabirou. Moi, c'est Martha Pizza à Paris, qui du coup a une carte moitié vegan, moitié carnet traditionnel. Et du coup, ils font des super pizzas vegan, des calzones vegan, une calzone à la nocciolata en dessert. Donc, excellent. Moi, je pense que c'est Velicious, mon resto préféré. Moi, j'aime bien les tontons veg à Paris, donc ça n'a rien à voir avec les ramen, mais c'est vachement bon, c'est des super burgers, si jamais. Merci beaucoup. Bon, on va parler alimentation saine, et on va commencer par cette merveilleuse pyramide qui décrit l'alimentation végétale solide. Je voudrais rappeler quand même que la lumière, la vraie lumière, c'est aussi un ingrédient bon pour la santé. Les écrans, pas trop. Le bon sommeil, l'eau, l'air et manger mastiqué. Maintenant que je vous ai dit ça, je peux vous parler des légumes qui sont en bas de cette pyramide, qu'il faut manger à peu près la moitié de l'assiette, dans l'idée. De saison, locaux, convenablement cuits.
Ça, c'est bien. C'est-à-dire pas trop cuit ni pas assez cuit. Par exemple, manger une carotte crue, il faudrait la mastiquer à peu près 1h30. Donc, si vous n'avez pas le temps, râpez-la ou cuisez-la à la vapeur 7 minutes. Et comme ça, vous digérez bien. Ensuite, on a les fruits. Pareil, locaux de saison. De préférence, pas trop en fin de repas. Plutôt en dehors des repas, j'aurais tendance à dire. Personnellement, je suis malade si je mange des fruits sauf ananas et papaye, hyper local. Ensuite, on a les féculents. Donc là, je parle de céréales complètes comme le riz complet, le sarrasin, le quinoa. Ça y est, je perds mes... Qu'est-ce qui est encore bon? Le blé, le maïs, la polenta, donc. L'épeautre. Je sens que j'oublie mon préf. C'est ça qui est... Bon, vous avez compris. Le mieux, c'est de les préparer. Je vais vite un petit peu vous parler de préparation et d'organisation. Les céréales complètes doivent être trempées de manière à ce que l'acide phytique qu'on met sur les produits, de manière à ce qu'ils ne germent pas pendant leur transport ou pendant leur conservation, parte. Après, vous rincez bien ce riz, ces noix, ces légumineuses. Et ça y est, vous pouvez les cuire. Et donc, vous les trempez 8 heures. Je ne l'ai pas dit, mais c'est important. Et après, on les rince abondamment. Ensuite, on a les protéines. Alors ça, les boss vont vous en parler juste après. Les sources de calcium, les bons gras, j'ai envie de parler d'eux. Donc, les huiles de préférence bio, de première pression et dans des bouteilles colorées en verre. Ça, c'est important. Et aussi, il ne faut pas les cuire de manière inconvenable. À savoir, il faut manger plein d'huile de colza, mais il ne faut pas la cuire, par exemple. Les oméga 3, on va en parler après, si je ne m'égare. Et la B12 et tout ce qu'il y a en haut aussi. Donc, effectivement, ce que je voulais juste rajouter, c'est que quand je vous parlais de l'acide phytique de tremper, c'est vrai que s'organiser et par exemple, cuisiner 2 fois par semaine, ça se fait carrément en alimentation végétale, le batch cooking. Et voilà, ça demande pas tant d'organisation que ça. Ça demande juste 2 heures 2 fois par semaine, quoi, en gros, si j'exagère pas. Quels sont les nutriments sensibles, ce à quoi on doit faire attention quand on est vegan? Y en a-t-il? Lesquels sont-ils? Et quelles sont les réponses? Alors du coup, on va parler des protéines, puisque c'est ce qui vient à tout le monde d'abord en tête, je pense, sauf si vous êtes déjà bien informé, parce que effectivement, c'est pas vraiment un problème l'apport en protéines dans le régime végétal. C'est quelque chose qu'on retrouve dans à peu près tous les aliments, en tout cas largement, suffisamment dans une alimentation riche en légumineuses et en céréales, principalement, mais tous les autres aliments en contiennent également. Légumineuses, j'entends donc par là les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, le soja, j'en oublie certainement, les pois cassés, etc. Les céréales, tu viens de les énumérer, on en oublie certainement aussi, mais en tout cas, le message, c'est clairement, vous ne posez pas la question des protéines. Si vous avez une alimentation variée et riche en légumineuses et céréales, tous les jours, il n'y a pas de problème. Que vous soyez enceinte et allaitante, pareil. Que vous soyez sportif, c'est pareil. Il n'y a pas de problème de questions à se poser sur ce sujet-là. Je vais te laisser continuer, Clara. Moi, je vais enchaîner après ce super debunk de la carence en protéines pour parler de la seule vitamine qui est importante, c'est la vitamine B12. Même médicalement, on est de plus en plus à supplémenter les végétariens parce qu'en fait, le régime végétarien ne suffit pas forcément en fait par rapport aux apports nécessaires, et même certains flexitariens. Alors, quelle est la définition exacte du régime flexitarien? Il y a un vaste débat, mais pour les personnes qui consomment vraiment pas beaucoup de produits animaux dans le mois, on peut également proposer une supplémentation en B12. Donc, vraiment, la seule chose à retenir de plus important, si vous allez vers une alimentation qui se végétalise, prenez de la B12. Le reste, tout ce dont on va parler après, c'est important, c'est bien, c'est nécessaire, mais c'est pas obligatoire. Donc, après ce petit interlude sur la B12, je vais enchaîner avec... Ah oui, je voulais commencer par un truc. Comme tu as dit avant, le régime vegan est OK pour tous les âges de la vie. Ça, je me permets de le dire en tant que médecin, parce que souvent, il y a beaucoup de médecins ou de professionnels de santé qui vont vous culpabiliser, vous dire que c'est pas possible, etc. Faites-vous accompagner par des gens qui savent de quoi ils parlent. Vraiment, médicalement, c'est OK si vous êtes bien suivi, bien accompagné et que vous faites les choses bien, il n'y a aucun problème.
Ensuite, je vais parler du calcium. Donc, dans un régime non végétal, le calcium, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les produits laitiers. Donc, pour les végétariens, pas de questions à se poser. Vous pouvez continuer comme ça, c'est très bien. Ou alors, si vous allez encore vers un mieux, vers le vegan, le calcium, on peut le trouver dans les produits, les laits végétaux qui vont être enrichis. Donc des produits qui vont être non bio parce que la réglementation a changé et donc pour avoir des laits végétaux enrichis en calcium, c'est des produits qui ne sont non bio. Ou alors on peut enrichir en calcium soi-même comme on en a parlé dans la conférence juste avant. On peut le trouver également dans les légumes à feuilles vertes, les oléagineux, donc les purées d'oléagineux, ça n'hésitez pas à en mettre plein dans votre alimentation. C'est hyper bon, on en trouve un peu partout. Les brocolis, voilà, légumes à feuilles vertes. Après, je voulais parler de l'iode. Alors, l'iode, si vous n'êtes pas dans un âge un peu particulier de la vie, type enceinte, allaitante, etc., l'iode, c'est quelque chose qui, globalement, il n'y a pas forcément besoin de faire attention à ça. L'iode, c'est une des rares vitamines où il y a une limite supérieure de sécurité, donc il faut juste faire attention à ne pas en avoir trop. Dans le régime vegan, il y a souvent... Encore une fois, quand on n'est pas enceinte, allaitante, etc., il y a souvent un défaut d'apport en iode, mais on a montré qu'il n'y avait finalement pas de risque particulier. Voilà, pour l'instant. De quoi je voulais parler également? Toi, tu voulais parler des oméga 3. Très bien. Bah, je peux enchaîner sur les oméga 3. Oui. Donc les oméga 3 sont des acides gras, donc des graisses qu'on va retrouver normalement dans un régime pas végétal, dans le poisson principalement. Et donc à quoi ça sert? Ça sert à protéger le système cardiovasculaire pour l'adulte, mais chez l'enfant ça va servir à la construction du système nerveux. Donc c'est très important chez l'enfant qu'il y ait un apport correct, et chez la femme allaitante et la femme enceinte aussi, puisqu'elle fabrique un enfant. En dehors de ces âges-là, l'apport en oméga 3, donc quand on parle d'oméga 3 dans la fonction, on va vraiment parler de l'oméga 3 de bout de chaîne, on va dire le DHA, qu'on peut consommer donc directement dans le poisson. Celui-là, on ne le retrouve pas dans le règne végétal, mais on peut le fabriquer grâce à des enzymes dans son corps si on consomme les bonnes oméga 3 qui le précèdent dans la chaîne de transformation. C'est pas très clair, mais en gros, si on ne mange pas de poisson, on peut fabriquer du DHA en mangeant des huiles de colza, des huiles de lin, de noix, des graines de chia, de soja, toutes ces choses qu'on va transformer en DHA. Et donc, a priori, ça suffit. Mais si on est enceinte, allaitant ou un petit enfant, on préfère quand même donner un supplément, quand même pour être sûr, pour ne pas prendre de risques. C'est vraiment le seul moment où un supplément est recommandé. Sinon, voilà, c'est ces huiles-là qu'il faut consommer en quantité régulière. Mais pareil, il n'y a jamais vraiment eu de preuve d'un problème clinique de déficit en DHA sur les populations végétaliennes qu'on a étudiées jusque-là. Moi, je voulais aussi parler du fer, donc la carence en fer qui est très fréquente chez la femme ou la personne jeune menstruée. Le plus souvent, ça ne vient pas d'un défaut d'apport à la base. En fait, c'est juste les menstruations. À force de saigner tous les mois, on perd un peu de fer. Et donc, les carences en fer sont très fréquentes. Mais à faire, du coup, c'est important aussi de faire attention à son apport de fer au quotidien dans ces moments-là. Et de toute façon, votre médecin vous prescrira souvent dans la prise de sang annuelle ou biannuelle une petite ferritine pour voir où ça en est, mais sinon le fer vous pouvez le trouver du coup dans les légumineuses ou avec des petites et vous pouvez également l'associer à la vitamine C pour que l'absorption se fasse encore mieux. Et voilà. Gasp, tu voulais parler de... Ah oui, faites attention à votre consommation de thé et de café à consommer à distance des repas pour ne pas diminuer l'absorption du fer. Concrètement, donc il y a quand même des suppléments qui sont nécessaires dans un régime vegan. Le seul vraiment indispensable, en dehors des périodes sensibles de la vie, c'est la vitamine B12 dont on a parlé. Et il peut être nécessaire du coup de rajouter de l'iode si on est inquiet, parce que comme on a dit avant, on ne trouve pas vraiment d'apport en iode stable, fiable dans le régime végétal. On en trouve dans les algues, mais la concentration est tellement variable qu'on ne peut pas vraiment se reposer là-dessus, quitte à risquer une surcharge. Donc la supplémentation en iode est quand même recommandable.
Mais encore une fois, on n'a jamais vraiment trouvé d'impact clinique d'une carence en iode, enfin d'un défaut d'apport en iode, en tout cas chez les végétaliens. Et donc c'est comme pour les oméga 3, il y a une supplémentation pour les femmes enceintes, allaitantes et les enfants qui est quand même assez systématiquement recommandée. Donc voilà, c'est B12 tout le temps, iode et DHA dans les périodes sensibles. Et après, ça dépend de à quel point vous avez envie de faire attention au reste, mais c'est pas dépendant de votre régime alimentaire. En fait, si vous n'avez pas envie de vous embêter, il y a plein de gens qui viennent en consultation de médecine générale pour demander des compléments alimentaires, de vitamines, de magnésium, de toutes sortes de choses, parce que voilà, on n'a pas envie de s'embêter à être sûr d'avoir un équilibre alimentaire très strict. Bon, c'est pareil quand on est vegan, on peut choisir d'avoir un complément qui contienne aussi du calcium. Il y a beaucoup de compléments comme ça qui existent. Je ne vais pas vous faire la liste des marques, pas faire la promotion d'un complément ou d'un autre. Mais en tout cas, sachez que la complémentation en soi n'est pas un signe d'un régime alimentaire malsain. Et notamment quand on parle de B12, puisque c'est le seul qui est vraiment absolument nécessaire, c'est important de se rappeler que la B12 qu'on trouve dans la viande habituellement, elle provient des aliments qui sont enrichis, qu'on donne aux animaux d'élevage. Parce qu'ils n'ont pas normalement l'alimentation, enfin ils n'ont pas dans les élevages l'alimentation qui les permettrait d'avoir la B12 correctement. La plupart, je crois que c'est 80%, tu me diras si j'ai faux, mais de la B12 qui est produite en labo, donc par des bactéries, elle est destinée en fait à l'alimentation des animaux d'élevage. Elle n'est pas destinée aux gens qui se supplémentent directement. Ouais. J'aimerais juste dire aussi quelque chose au sujet de la B12. Donc, si jamais vous êtes végétarien, végétalien ou à tendance fortement végétarienne et que ça fait plus de 3 ans, la quantité de B12 qui est normalement dans les suppléments ne sera pas forcément nécessaire. Il y a une dose de charge à faire pour remettre vos stocks à jour, parce que du coup, notre foie garde la B12 pendant 3 ans environ. Et le seul problème de la grosse carence en B12, c'est que ça peut faire des effets secondaires, notamment nerveux, irréversibles. Donc vraiment, prenez votre B12. Ouais, je remets une petite couche sur la complémentation en B12 parce qu'au niveau scientifique, c'est vraiment étudié depuis les années 50. Et depuis les années 50, du coup, il y a plus de 70 ans, il y avait déjà des cas graves de carence en B12 qui étaient constatés dans les communautés végétariennes et véganes, du coup, qui touchaient des personnes âgées, des adultes, des enfants. Et du coup, c'est quelque chose de vraiment très bien documenté et de très, très, très facilement évitable. Et il y a de la B12 vendue dans tous les magasins bio, dans énormément de points de santé, à l'hôpital. Et vous pouvez également vous la faire prescrire par votre médecin, aller la chercher à la pharmacie et c'est remboursé par la Sécu. Donc voilà, c'est quelque chose de vraiment très répandu. Du coup, je me permets de rajouter encore attention à certains compléments qui contiennent de la B12 qui n'est pas forcément biodisponible. Donc toute la B12 qui est d'origine végétale, par exemple, il y a certains compléments qui sont faits à partir de shiitake notamment. Ça, c'est pas validé. C'est pas de la B12 qui est a priori bien absorbée. Donc il faut faire attention à ce qu'on achète. Dans le meilleur des cas, votre médecin sait de quoi il parle et il sait vous orienter. Et si c'est pas le cas, il y a des ressources en ligne comme VGClick par exemple, qui dispose d'un guide des compléments qui saura vous aider. Mais ouais, faites attention à quel complément quoi. Et au dosage. Et est-ce qu'on doit faire attention au soja ? J'arrive avec mes 2 immenses sabots parce que l'ANSES a récemment déclaré que le soja était finalement pas bon pour la santé. Qu'en pensez-vous, cher médecin, et Florimond aussi, qui sait ? Ouais, on va tous en mettre une couche. Le soja, bon, pour spoiler déjà la fin du message, il n'y a pas de problème avec le soja, on peut en consommer à tous les âges de la vie, à tout moment. Il n'y a aucun problème sur la santé, aucun effet néfaste reconnu sur l'humain au long terme. Ni au court terme d'ailleurs. Il y a même plutôt des effets bénéfiques, notamment au niveau de la protection contre les cancers du sein et ses récidives, et sur la santé cardiovasculaire, notamment par un effet antioxydant, et sûrement aussi parce qu'il permet de diminuer sa consommation de viande. Il y a eu récemment un rapport de l'ANSES qui mettait à jour
qui mettaient pas vraiment à jour, mais en tout cas qui remettaient une couche aussi sur leur position quant au soja. Qui est ancienne, qui date de 2005 à la base, et qui se repose sur des analyses d'études in vitro sur des rats. Ça, c'est vraiment le début, qui retrouvent des effets effectivement perturbateurs endocriniens sur des rats, sur la taille des organes génitaux, sur leur taux de fertilité, je sais pas quoi, et qu'on a décidé d'extrapoler ça à l'humain en France. Dans le reste du monde, il n'y a aucun problème. Le soja est recommandé partout, justement pour ses effets bénéfiques sur la santé, mais aussi sur l'environnement, et à tous les âges de la vie. Et donc là, le dernier petit rapport de l'ANSES, en fait, il a été demandé à un groupe de travail à l'ANSES de définir une valeur seuil de toxicité des isoflavones, en fait, donc qui sont les molécules contenues dans le soja qui ressemblent aux œstrogènes, donc qui sont des hormones dites féminisantes. Et donc le type d'analyse qui a été mené sur les isoflavones, donc sur les isoflavones, c'était un type d'analyse qui est réservé normalement à des produits toxiques, des pesticides par exemple, et donc qui omettait complètement tout ce qui était les isoflavones dans leur contexte de l'aliment soja en lui-même, donc avec tous les autres composants du soja, sa matrice, et qui omettait aussi tous les effets bénéfiques qu'il pouvait avoir sur le long terme, que ce soit sur la santé ou sur l'environnement. Et donc c'est parti de ce modèle-là qui était déjà un petit peu fallacieux à mon sens, et en plus en utilisant donc des études qui soit utilisaient un matériel erroné, des compléments en isoflavones, ou même des cosmétiques à base de génistéine, enfin d'autres molécules qui sont comprises dans le soja. Soit des études qui partaient d'un matériel correct, mais qui concluaient en fait à des effets bénéfiques ou l'absence d'effets néfastes. Tout ça pour conclure à la fin qu'on ne recommandait pas le soja, tout simplement, alors que le matériel qui était nécessaire pour arriver à une conclusion n'était pas vraiment... suffisait pas, que ce soit en termes de rigueur ou en termes de conclusion individuelle dans chaque article, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, dans ce groupe de travail, il y a deux experts et c'est dit dans le rapport, deux experts qui n'étaient pas d'accord avec les conclusions, notamment pour ces points-là, et qui regrettent en fait qu'on n'ait pas pris le soja comme un aliment à part entière et qu'on n'ait pas considéré ses bénéfices sur la santé et l'environnement. Merci, bonjour toutes et tous. Antoine Neumann, donc je suis élu à la ville de Strasbourg en charge des questions alimentaires et notamment de la restauration scolaire. Et c'est moi qui ai demandé au service de suspendre le service du soja dans les plats servis aux enfants. Alors c'était minime, hein, déjà à la base. On parle de vraiment une portion tous les je sais pas combien. Il n'y avait pas d'alerte sanitaire, genre les gamins vont mourir parce qu'on leur donne du soja. Mais ça faisait longtemps que les nutritionnistes de la ville me disaient bon, le soja quand même c'est compliqué. Et moi, ce qu'on m'a remonté, c'est pas des querelles de méthodologie ou quoi, c'était les process industriels, disons, européens ou occidentaux qui faisaient monter ces taux d'isoflavone, ou je sais plus comment ça s'appelle. Et qu'il y avait, par exemple, on me disait, il n'y a pas ce problème en Asie ou au Japon, ils n'arrivent pas aux mêmes problématiques parce qu'ils ont des process de transformation qui sont adaptés et qui, du coup, ne font pas monter ces produits-là. Donc, nous, on n'a pas interdit, on a suspendu le temps que la littérature scientifique évolue ou que les industriels changent leur manière de travailler pour que le résultat final soit différent. Voilà. Juste je peux intervenir plus tard, parce qu'on a quand même un gros volet dans notre politique alimentaire sur le végétarien, sur la promotion, tout ça, le bien-être animal, etc. J'avais rendez-vous mardi avec L214, qui nous a mis au 2e rang quand même des villes françaises engagées sur la question animale. Et on est très bon sur le végétarien dans les cantines, on avance là-dessus. Voilà, merci. Écoutez, merci à vous et puis au plaisir, je pense, d'en discuter après la conférence. En effet, c'est un point qui était remonté dans cet avis de l'ANSES, c'est que les procédés industriels, on pouvait les changer pour 10 000 taux d'isoflavone dans les aliments à base de soja.
Et typiquement, dans le rapport de l'ANSES, il parlait même des biscuits apéritifs à base de soja qui contenaient de la farine de soja. En plus, c'est des produits secs et qui contiennent du coup pas d'eau, donc très concentrés, etc. Mais il y a deux choses à prendre en compte. C'est que de une, oui, bon, c'est vrai, les process industriels peuvent changer. Mais de deux, en fait, la question, c'est pourquoi les faire changer, à quel besoin ça répond. Ça répond au besoin de faire diminuer le taux d'isoflavones. Or, la France est vraiment l'unique pays du monde à considérer que les taux d'isoflavones actuels posent problème. On est vraiment au niveau scientifique dans un cadre où les 120 pays à peu près sur Terre qui ont émis des recommandations nutritionnelles officielles gouvernementales, il y en a 119 qui disent le soja, il n'y a aucun problème, dont l'Allemagne et l'Angleterre qui ne sont pas très loin. Et un seul, la France, qui dit qu'il y a un problème. Et du coup, la France, depuis 2005, dit que bon, le soja, il faut éviter le promessage de la vie, etc. Et là, ils sont vraiment montés d'un cran dans le fait de recommander de ne pas consommer de soja. Et typiquement, si vous allez en Allemagne ou en Angleterre voir les recommandations, ils vous disent le soja, bon, bah, c'est le plus tôt possible. Et du coup, il y a vraiment cette question de rapport de l'ANSES, qui est un rapport que personne n'attendait, en fait. Il y a des gens qui ont poussé en interne pour que ça sorte, alors qu'il n'y avait pas de moment politique sur le soja en ce moment, il n'y avait pas qu'un besoin. Mais du coup, voilà, les process industriels peuvent changer, mais pour répondre à une question qui est vraiment au niveau mondial, franco-française, et le monde entier nous regarde un peu bizarrement sur cette question, et on ne comprend pas cette panique qu'il y a sur le soja en France. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas encore bien élucidé. On sait pas. Enfin, il y a un héritage un peu culturel sur ce sujet, alors qu'à l'étranger, il n'y a vraiment aucun problème, quoi. Je peux me permettre de rajouter que le rapport de l'ANSES se base sur des articles européens et c'est pas des données franco-françaises, c'est la position de l'EFSA, donc européenne, la position du Conseil des ministres nordiques aussi, donc de la Scandinavie. Donc c'est pas forcément par rapport à des procédés de fabrication franco-français, quoi. Oui, mais du coup les recommandations européennes et notamment scandinaves sont en faveur du soja, alors que c'est ces procédés-là aussi, quoi. Est-ce que ça vous convient comme réponse? Est-ce que toi, ça te convient, Laura? Moi, ça me convient. Très bien. Je suis très heureuse qu'on ait pu en parler. Merci donc pour ça. On va continuer cette conférence sur l'assiette type de la semaine. Florimond, peux-tu nous présenter l'assiette idéale quand on mange végétal? La question, quand on végétalise son alimentation, c'est comment faire. Il y a une transition. Il y a beaucoup de choses à remettre en question, beaucoup de nouvelles habitudes à créer, à questionner, etc. Et très souvent, enfin c'est pas très souvent, on a tous ici été éduqués avec la pièce de viande au centre de l'assiette et ensuite les légumes, les végétaux qui sont les accompagnements. C'est encore comme ça au restaurant, etc. Et du coup, c'est quelque chose que mentalement, on doit déconstruire pour redonner, déjà dans un premier temps, souvent la place centrale aux végétaux. C'est ce qui est fait quand les personnes deviennent végétariennes au début, etc. La viande se décale petit à petit vers le côté de l'assiette avec le végétal qui prend de plus en plus de place. Et ensuite, quand on arrive à une assiette exclusivement végétale, il y a beaucoup de questions de personnes du coup, qui ont des peurs de carence en protéines, qui vont chercher à manger beaucoup de tofu, beaucoup de seitan, beaucoup de choses assez lourdes, assez riches en protéines, etc. Et très souvent, on ne se rend pas bien compte de la place qui doit être accordée aux fruits et aux légumes, qui du coup doivent représenter à peu près la moitié de l'assiette. Donc en gros, ce qu'on a, c'est la moitié de l'assiette qui est dédiée aux fruits et légumes, un quart aux céréales et du coup un quart aux légumineuses. Du coup, en haut, il y a les sources de protéines majoritaires, avec du coup une petite partie qui est dédiée aux corps gras, les huiles, les oléagineux, et bon, on a mis la complémentation en B12, même si c'est pas un corps gras. Donc voilà, ça c'est un peu l'assiette qu'il faut viser, sachant encore une fois que l'idée c'est de ne pas manger cette assiette-là à chaque repas, parce que c'est impossible de viser exactement ça. L'équilibre alimentaire, il se fait au niveau de la semaine en général, donc vous pouvez manger des assiettes très variées le midi, le soir, etc. L'idée c'est qu'à la fin de la semaine, en moyenne, si vous cumulez vos 14 repas, la moyenne tende vers ça, quoi, en termes d'équilibre alimentaire. Pas sur l'assiette, mais sur la semaine. Excellent, merci beaucoup. Et maintenant, encore un petit mot sur les cycles de la vie. Si tu veux bien nous reparler des cycles de la vie. Et aussi, si on est sportif, faut-il plus de protéines, plus d'apport de quelque chose?
Alors, je vais commencer par les sportifs, qui est, je pense, le sujet le moins chargé, le moins tendu. Du coup, quand on est sportif, il y a plus de dépenses énergétiques, il y a besoin de plus d'apports caloriques, il y a plus d'apports en nutriments, etc., et plus d'apports en protéines. Mais contrairement à certaines idées reçues, c'est pas besoin de paniquer et d'augmenter drastiquement les doses. Moi, j'ai souvenir il y a quelques années d'une personne qui était devenue végétarienne, une personne qui faisait beaucoup de musculation, qui était devenue végétarienne et qui m'avait écrit en me disant bon, ça fait 3 semaines que je suis végétarien, mes performances sont en chute libre. Est-ce que je mange assez de protéines? Parce que bon, au développé couché, je soulève 50 kilos de moins, c'est horrible. Et il m'avait envoyé ce qu'il mangeait. Il mangeait de 500 grammes de lentilles, 500 grammes de tofu, etc. à chaque repas. Donc en fait, il avait des apports en protéines qui crevaient complètement le plafond. Mais il avait peur de manquer et du coup j'avais essayé de lui expliquer qu'en 3 semaines c'est impossible de faire moins de 30% en performance sportive en devenant végétarien, quoi. Même en mangeant n'importe quoi, c'est pas possible. Et du coup, il faut augmenter ses apports en calories, augmenter ses apports en protéines, mais rien d'insurmontable. Il ne faut pas se dire que le végétal empêche d'atteindre de très bonnes performances. Et d'ailleurs, il y a des... J'aime pas trop prendre des exemples comme ça, parce que bon, c'est un peu des cas isolés, mais dans toutes les grandes disciplines, vous allez retrouver des grands sportifs qui sont végétariens ou véganes. Typiquement en trail, il y a Kylian Jornet qui mange pas de viande. Là, il y avait au JO d'escalade, il y avait plusieurs personnes. Alexander Megos, qui était la personne envoyée, qui était le grimpeur de l'équipe allemande, donc qui était au JO, qui est vegan. On va retrouver ça dans la danse, Lewis Hamilton en Formule 1, etc. Djokovic, oui, on va retrouver les sœurs Williams aussi au tennis. Et dans tous les sports, vous allez retrouver des personnes qui ont été dans l'élite vraiment absolue de leur sport et qui soit mangent pas de viande, sont végétariennes, soit sont carrément véganes depuis de nombreuses années. Donc je pense que si Serena Williams arrive à gagner des tournois en étant végane, je pense qu'ici on peut tous à peu près aller faire notre footing du dimanche sans manger de viande. Donc voilà, l'idée c'est de vraiment dédramatiser et au niveau sportif, encore une fois, tant qu'on est bien accompagné et qu'on rééquilibre convenablement son alimentation, tout est possible. Et l'idée quand on végétalise son alimentation, c'est juste de retirer certains aliments, mais évidemment de retirer aucun nutriment et de garder le même équilibre nutritionnel. Je sais pas, pour les autres cycles de la vie, on a peut-être déjà pas mal parlé de grossesse, allaitement, petite enfance, notamment à la table ronde d'avant. Juste rappeler que c'est effectivement tout à fait possible et même potentiellement bénéfique pour certaines, pour prévenir certaines pathologies, notamment le diabète gestationnel dans la grossesse, la prise de poids pendant la grossesse. Je tiens à dire que j'ai pris plus de 20 kilos à la fin de ma deuxième grossesse. Limiter le poids, je suis pas sûre, mais... Ah ouais, en moyenne. Ouais, on va pas trop s'étendre sur le sujet parce qu'on en a déjà parlé sur la table ronde d'avant. Je voudrais bien qu'on parle des seniors en effet parce que... Effectivement, pour les seniors, il peut y avoir un petit peu plus de besoins dans certains nutriments, notamment la vitamine D, en termes de calories. Et puis il y a toujours le problème aussi de la satiété, qui arrive plus rapidement, du dégoût de certains aliments, de la perte du goût et de l'odorat aussi, qui font qu'il y a moins d'appétence pour les repas. Donc il faut faire très attention. Mais là, vraiment, c'est des questions, moi personnellement, que je maîtrise quand même moins et qui peuvent nécessiter un accompagnement d'un diététicien, d'une diététicienne formée. Mais en tout cas, c'est aussi tout à fait possible tant que c'est bien réalisé, quoi. Paul McCartney, végétarien. La liste est vraiment très très longue. Mais comme on dépasse déjà le temps, on ne va pas la faire. Je vais faire la conclusion. Vous rappelez avec cette phrase simple que l'alimentation végétale est saine, simple, éthique, écologique, économique, géniale, gourmande, joyeuse, inclusive. Ai-je oublié un adjectif ? Délicieuse. C'est vrai, gourmande, délicieuse, je le mets dans le même champ lexical. Quelqu'un ? En tout cas, c'est une direction qu'il faut prendre parce qu'on n'a plus du tout le choix en réalité. Que ce qu'on n'achète pas, on ne le mange pas. Donc je vous invite à être bien présente et présent au moment de vos achats, tout simplement. Et que nous avons le pouvoir de changer les choses et que nous pouvons et devons le faire. Et j'aimerais quand même, pour terminer cette conclusion, partager la conclusion de l'atelier philo, où les enfants ont dit que manger avec joie et discernement, c'est déjà transformer le monde.
Merci beaucoup pour cette présence que vous nous avez offerte. Il est temps maintenant de nous poser vos questions, en tout cas à nos experts et expertes. Quelqu'un en a une ? Je me permets juste de rajouter, désolé pour les personnes âgées, en fait il y a une question d'absorption de la B12 qui peut être un peu moins bien aussi après 50 ans même déjà. Et donc la supplémentation en B12 on peut nécessiter de l'augmenter un petit peu par rapport à avant 50 ans. Merci. Bonjour, merci pour cette table ronde. Moi j'avais une question toujours par rapport au rapport de l'ANSES, je crois. Oui, est-ce que nous en tant que citoyens et citoyennes, on peut pousser pour que le rapport soit réétudié, enfin que cette question soit en fait, parce que en fait ça s'inscrit, enfin cette stigmatisation notamment du soja, ça s'inscrit dans une stigmatisation plus globale d'alimentation végétale, mais en l'occurrence du soja qui est pas mal décrié par certaines sphères. Et justement, quand il y a eu ce rapport qui était sorti, on voyait notamment sur les réseaux sociaux beaucoup de diététiciens ou de personnalités véganes qui s'indignaient justement parce que c'est quand même pas mal de contre-vérités. Et d'après ce que vous dites, ça confirme qu'il y a un problème de rigueur scientifique aussi derrière le rapport en question. C'est pas tant oui, alors il y a un problème de rigueur scientifique, le fait que les études soient basées sur des RAC, soit des études anciennes, etc. Mais il y a des problèmes méthodologiques, il y a des problèmes d'approche. Le fait que, bon, ça pour le coup, ils le cachent pas, hein, c'est écrit noir sur blanc, le fait qu'ils analysent le soja uniquement sous l'angle des effets négatifs. Comme les pesticides, ça a été dit, alors qu'un aliment a des effets positifs et négatifs. Hein. Ça, c'est une analogie que j'ai lue il n'y a pas très longtemps. Si l'ANSES faisait le même rapport sur le sport, par exemple, en analysant uniquement les effets négatifs, augmentation des blessures ou ce genre de choses, l'ANSES conclurait au fait qu'il faut supprimer le sport. Du coup, il y a plein de choses au niveau de la vie du quotidien qu'on ne peut pas analyser uniquement sous l'angle des effets négatifs et qui sont à mettre en balance avec les effets positifs de l'autre côté. C'est ce que font tous les autres pays et c'est pour ça que tous les autres pays concluent au fait que le soja, il n'y a aucun problème et le soja est traité comme les pois chiches et les lentilles, comme un aliment totalement comme les autres. Non, il n'y a pas vraiment moyen de faire pression sur l'ANSES là-dessus, mais pour le coup, c'est plutôt une bonne chose, parce que l'ANSES est assez indépendante, c'est une institution qui est très puissante en France, et justement, l'idée, c'est qu'elle reste indépendante, et justement qu'elle ne soit pas soumise aux pressions des politiques, des industriels et des citoyens, pour garder son approche scientifique. Donc non, il n'y a pas trop de moyens de faire pression là-dessus. Mais bon, il y a quand même des discussions en interne qui se font... Et puis ça leur a pris 20 ans quand même pour revoir le truc, donc tranquille. Mais alors si jamais, il y a quand même je ne sais pas si tu as entendu parler du Plant-Based Treaty, qui est donc un traité, une initiative internationale pour végétaliser les systèmes alimentaires. À Strasbourg, il y a un groupe qui est en train d'essayer de le faire signer à la ville. Il y a une pétition citoyenne que vous pouvez signer au stand juste à côté. Alors, moi, j'aurais une question sur l'iode. Est-ce que manger du sel iodé, du coup, ça aide et ça suffit à avoir l'iode qu'il nous faut ? Non. Ça aide, mais c'est vraiment pas suffisant du tout. En particulier sur certains âges de la vie, notamment les personnes enceintes ou allaitantes, l'iode, on va plutôt recommander de le supplémenter. Nous, on peut le trouver dans les algues. Après, nous, on recommande... Enfin, nous, la science ne recommande pas de manger des algues trop souvent, c'est maximum une fois par semaine parce que la limite supérieure de sécurité peut rapidement être dépassée. C'est assez flou les quantités d'iode selon les algues, selon les traitements qu'elles ont reçus, etc. Donc on recommande une supplémentation chez les personnes enceintes ou allaitantes. Mais sinon, la population générale, un régime équilibré avec les sels iodés, etc. Peut suffire et il n'y a pas eu d'effet négatif retrouvé. Bonjour, moi je suis végétarienne depuis assez peu de temps et j'avais une question. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui va être simili pour citer des marques comme La Vie, Apivore, ce genre de choses. D'un point de vue nutritionnel, est-ce que c'est bien ? Enfin voilà. Je tiens déjà à signaler qu'il y a une conférence du coup, qui est dédiée au simili juste après. Donc si tu veux rester en plus, c'est parfait. Mais du coup, pour en toucher un petit mot rapidement, c'est des produits qui ont un intérêt aujourd'hui. Déjà au niveau culturel, hein, le fait de continuer à manger comme d'habitude, retrouver les mêmes couleurs, les mêmes textures, les mêmes goûts, etc. Donc voilà, ça peut aider à la transition vers une alimentation plus végétale et plus brute. Voilà, ça peut servir de transition. C'est des produits plaisir aussi, hein, de toute façon qu'on ne va pas manger 35 fois par jour. Et en plus au niveau nutritionnel, vu que c'est des produits transformés végétaux qui sont sous le feu des projecteurs et sous le feu des critiques, autant dire que les marques font très attention à avoir des compos très clean et à faire des gros efforts.
Et typiquement, pour la petite histoire, les nuggets végétaux peinent à rentrer dans les cantines scolaires parce que c'est des produits transformés, c'est végétal, etc. Alors que les nuggets carnés qui sont déjà dans les cantines scolaires, eux, il n'y a aucun souci. Donc les nuggets végétaux doivent montrer beaucoup plus patte blanche pour ouvrir des portes que leurs équivalents carnés ont déjà franchies, en fait. Donc en général, on va considérer qu'en effet, manger ces produits-là végétaux transformés, c'est moins sain que manger des végétaux bruts. Mais ces versions végétales sont plus saines que les versions carnées qu'elles visent à remplacer. Donc voilà, c'est des produits qui ont un intérêt pour aider dans la transition et qui font pas de mal au niveau nutritionnel tant que tu n'en abuses pas, quoi. Ouais, sur ce point des simili, donc toujours pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, donc Antoine Neumann élu à la ville, notamment sur les questions restauration scolaire, alimentation. On a eu l'exemple, nous on est très fort donc sur les menus végé, et on a il y a un truc que les gamins aiment bien, c'est les choucroutes. Et là, on a un combat en ce moment, on essaie de trouver, parce que nous les nuggets on les interdit, parce qu'il y a des additifs dedans qui sont pas bons. Donc si on les fait pas nous-mêmes, s'ils sont pas, enfin voilà, il faut montrer patte blanche pour les trucs, mais on cherche des équivalents de saucisses, disons, végétales, sans additifs, qu'on interdit par ailleurs, et on ne trouve pas. Là, on arrive aux limites de ce que l'industrie permet ou de ce que l'industrie propose. Mais ce que disent les prestataires, c'est que c'est intéressant parce qu'on crée les marchés de demain, on crée la demande de demain, et du coup, le mot se diffuse que, bah tiens, si quelqu'un a des bonnes knacks végé, ça intéresse. Il y a la ville de Strasbourg qui est prête à en acheter un certain nombre. Donc, c'est compliqué à trouver, mais on crée la demande. Et juste petite parenthèse, c'est aussi, j'étais au lancement de l'association Les Marmites du Turfu aussi avec ce mot-là qui était, on a besoin de structurer la demande en végétarien pour que derrière l'offre suive, les fabricants suivent, les agriculteurs changent un peu les plans de culture et proposent d'autres, plus de légumineuses. Typiquement, ça, on est clairement le moteur du développement des filières légumineuses sur le territoire. C'est la ville de Strasbourg qui pousse là-dessus, qui achète les stocks, etc. En partie au démarrage, et maintenant ça prend un peu son essor tout seul. Mais donc voilà, c'est compliqué, c'est un sujet compliqué. Exactement, tout se fait de manière imbriquée avec des entreprises qui vont évoluer en même temps que l'offre, et les deux ensuite en ping-pong vont évoluer ensemble. Il y a la marque de simili carné Harry & Co qui travaille avec des fournisseurs de légumineuses en direct avec des producteurs, etc. Et ce qui est très intéressant justement avec les simili carnés, c'est que les formulations sont retravaillées régulièrement, il y a des nouveaux produits qui arrivent sur le marché tout le temps, le marché se structure. Et typiquement, une des demandes récurrentes de ces marques-là, c'est d'échanger davantage avec les villes, avec les collectivités et avec le gouvernement. Et bon, il s'était passé quelque chose d'assez dramatique. C'était au Salon de l'Agriculture il y a 2 ans. Il y avait la marque Eura, du coup, qui est une marque espagnole de simili carné, qui avait un stand. Et Emmanuel Macron était passé au stand. Et du coup, les représentants de Eura leur avaient demandé est-ce que vous allez soutenir les producteurs d'alternatives végétales en France ? Parce qu'on sait que ce sont des produits aujourd'hui qui ont des avantages santé, qui consomment moins d'eau, qui émettent moins de gaz à effet de serre, qui tuent moins d'animaux, etc. Et Emmanuel Macron, du coup, en personne, sous l'œil des caméras, leur avait répondu non, je ne vais pas vous aider, vous n'aurez pas de subvention publique, vous n'aurez pas de recherche publique derrière vous, mais par contre, je peux vous dire qu'on ne vous interdira pas. Donc du coup, la position du gouvernement français aujourd'hui, c'est qu'il est cool avec les marques d'alternatives végétales parce qu'il ne les rend pas illégales. Donc pour vous dire que c'est des marques qui se débrouillent un peu toutes seules, donc elles évoluent, mais elles ne sont pas beaucoup aidées aujourd'hui dans l'écosystème français. Bonjour. Du coup, juste pour répondre par rapport aux saucisses végétales sans additifs, il y en a pas mal sur Google, en tout cas, qui sont répertoriées, notamment sans faire de propagande de marque ou quoi. Mais Eat Plant, c'est une marque d'alternatives végétales qui se retrouve pas mal en grande surface et qui est sans additifs. Ou même la marque Eura, en fait, fait des saucisses type chipolata nature sans aucun additif rajouté. Voilà. Et bon, je donne juste deux petits trucs que j'en ai trouvés, mais je suis sûre qu'il doit y en avoir d'autres. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je fais 3 entraînements de hockey par semaine et 1 entraînement de piscine, mais est-ce que je suis censée manger plus de végétaux que mes parents ? Tes parents sont véganes ? Non. Et toi ?
mais je mange pratiquement pas de viande, mais je suis pas végane. D'accord. Donc tu dois manger plus de calories parce que tu as plus de dépenses énergétiques. Donc ça peut être des végétaux, ça peut être autre chose si tu manges autre chose. Tu as besoin d'un certain stock en fer qui est un peu plus important que si tu n'avais pas autant d'efforts à fournir. Mais en soi, c'est difficile à répondre si tu dois manger plus de végétaux que tes parents ou pas, parce que je ne sais pas ce qu'ils mangent eux, ce que tu manges toi actuellement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as besoin de plus d'énergie et peut-être un peu plus de fer. Mais bon, c'est difficile. Pardon ? Et oui, et tout ça se trouve dans les végétaux, effectivement, bien sûr. Bonjour, du coup, pour rebondir sur ce qui avait été dit avant par rapport aux marques qui proposent des simili carnés, je pensais aussi à Garden Gourmet, Apivore qui propose des sortes de knack végétales. Voilà, j'ai déjà essayé, c'est pas mal. Et sinon, à part ça, je voulais demander si par hasard vous connaisseriez des adresses à Strasbourg de restaurants qui proposent des options végétales ou qui sont 100% végétales dans leur menu. Excellente question. On a fait une carte avec les marmites et je me demande où elle est trouvable. Mais je ferai en sorte qu'elle soit publiée sur l'Instagram des marmites. Je leur dirai. Il y a pas mal de restos vegan friendly, plus que vegan malheureusement, mais bientôt une super nouvelle nous attend. Voilà, mais il n'y a pas beaucoup de restos vegan à Strasbourg malheureusement. Apika aussi fait du bon boulot, mais c'est vegan friendly aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a encore une question? Parce qu'on dépasse un tout petit peu là, mais j'espère que tout le monde est OK. Bonjour. C'est pas du tout par rapport à un restaurant, mais j'aimerais signaler Graines d'Alsace, qui est du côté d'Erstein, qui est vendu un petit peu partout maintenant dans les commerces autour de Strasbourg et à Strasbourg. Et ils se sont lancés dans la production de quinoa, et qui est de très bonne qualité, d'après ce que je sais. Mais je suis pas une experte. Et qui est délicieux, le quinoa. On voulait du gourmand. Eh bien, merci beaucoup à vous trois, merci à vous tous et toutes. J'espère que le nuage s'est levé, que ça y est, vous avez tout compris sur l'alimentation végétale saine. On a laissé des QR codes derrière la caméra. Si vous voulez nous laisser votre mail, vous pouvez flasher le QR code et nous laisser votre mail. Si vous avez des questions. Et voilà, mille merci, vraiment. Passez une excellente journée encore. Et voilà, à bientôt pour des aventures du Turfu. Merci.